Monsieur, merci d'être au rendez-vous de votre magazine de prédilection Kiosque. Kiosque, c'est magazine de votre rédaction Canal Congo Télévision. Plusieurs sujets d'actualité vont donc constituer les lignes de mire de cette émission Kiosque. D'abord, la mise en place du bureau provisoire au niveau de l'Assemblée nationale. Selon l'article 114 de la Constitution, ils ont comme mandat de valider le pouvoir des députés nationaux, mais aussi et surtout élaborer les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, analysés commentaires sur Kiosque. Mais aussi, nous allons parler de cette question qui a suscité indignation, colère dans les chefs de Kinois. Il s'agit donc de la réhabilitation de Jean-Tini Ngobilambaka comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et ensuite, nous allons donc chuter par cette situation de l'insécurité à Kimpese où il y a eu mort d'homme. Analyse et commentaires avec nos invités Emmanuel Chibambe et Serge Ncheka. Je vous salue. Emmanuel Chibambe, comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Je profite également de saluer Serge Ncheka et vous présenter, vous donner mes meilleurs voeux et surtout à l'ensemble de notre population qui nous suit en ce moment et surtout remercier tous les amis qui ont eu à me voter à Lukunga, bien entendu, bien que... On vous a voté, mais la cellule ne vous a pas proclamé. Comment? On vous a voté élu, mais la cellule ne vous a pas... cher ami, moi je suis un légaliste. Vous savez, lors de la campagne électorale, moi, j'ai battu campagne pour notre champion, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, oui, et pour moi-même. De prime abord, ce qui était d'abord primordial pour moi, c'était que Félix Tshisekedi puisse d'abord l'emporter et le reste après. Donc, si vous dites que la CENI ne m'a pas proclamé, c'est ce qui s'observe, bien entendu. Mais moi, étant légaliste, moi, j'accepte le résultat de la CENI. Ne pas l'accepter, ça serait me contredire. Parce que, souvenez-vous, je suis parmi ceux-là qui ont communiqué pour la CENI. Malgré les attaques, celles-ci observées de gauche à droite de par nos opposants, mais j'étais vraiment en première ligne pour soutenir la CENI. Aujourd'hui, me voir contredire la CENI, ça serait vraiment une contradiction qui ne dira pas son nom. Alors, je préfère accepter en tant que tel, en tant que démocrate, et surtout dire merci à ceux-là qui ont eu à me donner plus de 3000 voix, ça je l'ai dit, c'est vérifiable d'ailleurs, et voir la suite. Je suis un homme politique, je suis un acteur politique, je ne vais pas lâcher prise, je ne vais pas baisser pavillon, et je vais continuer jusqu'au bout. Il y a les échéances de 2028 qui nous attendent, et je ne vais pas aussi mettre fin à ma vie parce que je n'ai pas été proclamé par la CENI. On peut servir l'État autrement, pas seulement l'Assemblée nationale. Mais apparemment, vous proclamez pourtant déçu. Il y a des voies de recours, notamment la Cour constitutionnelle. Pourquoi n'est pas saisie? Je vous ai dit, je suis un légaliste. Aller faire des recours contre mon regroupement ou mon parti politique, ça serait me contredire. Moi, j'ai soutenu la CENI dès les débuts jusqu'à la fin. On vous a interdit de saisir la Cour constitutionnelle? Personne ne m'a interdit. Oui. J'ai tous les voies légales pour atteindre la Cour constitutionnelle. Mais moi, j'ai dit, je suis un légaliste. J'accepte le verdict de la CENI, point barre. Très bien. Et puis je me prépare pour 2028. Très bien. Serge Ncheka, je vous salue. Merci de l'invitation. Salutations aux téléspectateurs, aux amis qui sont sur ce plateau, à l'équipe et surtout à Doudou Montiri qui est là pour essayer de donner la vie à cette équipe, à cette émission et à vous-même et à Madame Gisèle. Je voudrais m'appesantir de prime abord sur deux sujets. D'abord rappeler que l'échéance, bon, nous on avertit pour un pot foncier retenu locatif des JARCA tombe le 1er février à partir de 2. La DGRK sera obligée d'appliquer des pénalités. Pourquoi je le dis? Oui. Je le dis parce que l'État doit continuer à vivre. L'État au niveau provincial tant national. Parce que la politique est en train de prendre les dessus. On en parlera. Le conflit entre le bureau de l'Assemblée provinciale et le gouverneur, d'une part, le gouverneur et le ministre de l'Intérieur, fait en sorte que l'administration, le travail, oui, ce qui doit porter les développements, ne plus fait. Donc nous sommes restés sur la cosmétique, sur l'extérieur,
Et c'est devenu comme une pièce de théâtre. Mais il y a une faible mobilisation des recettes ou comment? Mais la discussion entre les autorités impacte négativement sur la réalisation. Si vous allez voir aujourd'hui, vous regardez les assignations, vous regardez les réalisations de la DGRK, mais il y a un problème. Parce que imaginez, vous êtes là, on vient vous dire payez votre impôt foncier ou IREL, mais vous savez que quelqu'un qui passe le temps à dire voilà, on vole, on fait ceci, ça démobilise. Ouais. Bon, les élus, et je les souhaite pour ceux qui arrivent, devaient participer à la mobilisation, au civisme de manière générale et civisme fiscal de manière particulière. La deuxième chose est que les léopards ont gagné. Quelqu'un m'a dit que c'est la CAN de Kadima, donc sans gagner, on est arrivé en quart de finale et que le match s'est joué d'un jour à l'autre, quoi, du dimanche à lundi. Bon, là c'est juste pour rire. Mais je vis la liesse. J'étais en cours de route, je rentrais, et les jeunes gens tapaient sur des voitures de n'importe qui, ça participait à la fête. Mais je n'ai pas vu des gens aller vers les députés élus. Pourquoi? À mon sens, ces gens-là qui sont élus ne représentent pas tout à fait l'assentiment de la population. Parce que si ces gens-là étaient vraiment du peuple, avec leur élection, la fête des léopards devait correspondre à la fête des élus. Les jeunes gens sont sortis dans leurs artères, dans les rues pour crier, et dans les terrasses et tout. Je n'ai pas vu, je peux me tromper, mais là où moi je suis passé, je n'ai pas vu un leadership parlementaire, électoraliste, se dessiner en ce moment-là. Nous sommes des observateurs de société, et ce que j'ai dit n'engage que moi, mais je remarque que les députés qui viennent là doivent se rapprocher de la population. Et on en est à se poser la question, à la suite de Tshibambe, de la qualité des élus aujourd'hui, s'ils sont vraiment, ils ont été élus, parce que cette affaire de seuil fait en sorte que vous pouvez avoir autant de voix comme Tshibambe, mon ami Tshibambe ici, mais on choisit une autre personne. L'autorité tout-puissant du parti peut prendre quelqu'un qui a 300 voix, regardez les résultats, quelqu'un qui a 300 voix passe, et celui qui a 6000 voix ne passe pas, passe par la volonté. Et sur le plan de la morale, quelles leçons qu'on peut tirer? Sur le plan de la morale, c'est-à-dire que nous avons des élus que nous n'avons pas élus, mais ils sont là de par la volonté des politiques, c'est-à-dire qu'on aura une Assemblée nationale dessinée par les politiciens, dessinée par les chefs des partis politiques. Raison pour laquelle, pour preuve, je m'en fais pour preuve que des gens qui ont célébré n'ont pas célébré avec leurs élus. Ils l'ont fait tout seuls parce qu'ils ne se sont pas reconnus à ceux-là qui sont sortis sur les listes. Est-ce que c'est la saveur indispensable? Pardon? Est-ce que c'est la saveur indispensable? Mais quand vous dites que vous êtes l'émanation de la population, je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Oui. C'est-à-dire que vous avez été élu par la population dans votre quartier. Il y a un motif de joie collectif, national, et les gens ne viennent pas vers vous, mais ils seraient même venus pour demander la bière. Mais ils ne sont même pas venus, c'est-à-dire que dans le collectif, l'imaginaire collectif, oui. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas encore. Parce que si ces gens-là vous avez élus, ils seraient venus directement vers vous. Très bien. Papa Joly. Bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs. Oui. Bon, l'actualité, c'est la session extraordinaire d'hier. Hein? Non, on n'est pas encore là, en fait. On est là pour Papa Joly, je ne sais pas quoi dire. Donc, je vais limiter alors là. Lorsqu'il y a une question, on doit c'est bon. Parler. Emmanuel Tshibambe, je commence ce premier tour de table avec vous. Hier, il y a eu la mise en place du bureau provisoire de l'Assemblée nationale à la tête qui sont Bosoko Diakwanga. Ils ont comme mission de valider le pouvoir de député, mais aussi élaborer les règlements d'ordre intérieur. Comment vous analysez, surtout d'une manière spécifique, les discours du président de l'Assemblée nationale? Oui, cher ami, merci. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Serge tout à l'heure. Dans une minute, en fait. Dans 30 secondes d'ailleurs. Oui. Vous savez, il n'a pas vraiment tort dans tout ce qu'il a dit par rapport à nos élus. Mais il n'a pas aussi tout à fait raison. Il n'a pas aussi tout à fait raison parce que ce ne sont pas tous les députés, entre guillemets, parce que moi je connais certains, j'ai été compétiteur à Lukunga.
Je connais des gens qui ont été élus, véritablement élus. Quand je prends sur la liste de mon parti politique qui est l'UDPS, quelqu'un comme Tony Mwaba, moi partout où j'ai passé, je voyais Tony Mwaba engagé de voix. Je ne suis pas son défenseur. Il est, certes, d'ailleurs je vous surprends, il est de mon parti politique, mais on ne se connaît pas mutuellement. Donc j'ai vu. Et je suis allé voir ma mère qui habite non loin, qui habite la Funa, comment le Lukunga. J'ai aussi palpé de mes doigts, j'ai vu Augustin Kabouya, j'ai vu quelqu'un comme Amis Makutano. Vous voyez un peu, il y a aussi de ceux-là qui ont été véritablement élus. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'est tout le monde qui se retrouve dans le cas que Serge est en train de fustiger. Très bien, répondez à la question. N'a pas fatalement tort, hein, ce qu'il dit. Oui. Je peux aussi converger avec lui, mais comme on dit, dans chaque règle, il ne manque pas d'exception. Il y a aussi certaines exceptions. Quelqu'un comme Francis Chibalabala, Acham ou Paul Chilombo. Vous voyez? Donc, ça, les cas isolés qu'il faut aussi reconnaître qu'ils ont été véritablement élus. Oui. Alors, par rapport à votre question, oui, nous avons vécu hier l'installation du bureau d'âge qui est chapeauté cette fois-ci, en fait, qui est chapeauté par l'insatiable Christophe Mbosso et ses deux Benjamins. Vous avez bien dit que ce bureau n'aura que deux missions à effectuer. Trois, excusez-moi, il y aura trois missions. La première, celle de pouvoir rédiger le règlement intérieur, et puis valider d'abord l'élection des élus, et puis élaborer le règlement intérieur. Et puis la troisième mission, c'est pas... Élection et installation. Élection du bureau définitif, exactement. Donc il y a trois missions. Donc ce que nous demanderons, nous n'avons pas assez de temps. La République a beaucoup de problèmes à gérer, surtout, vous connaissez, avec la situation de la guerre à l'Est. Moi, ce que je demanderai au bureau d'âge n'est pas ajourner, n'est pas prendre beaucoup de temps, qui se mettent rapidement dès aujourd'hui au travail, de pouvoir examiner ces trois questions, l'installation du bureau définitif, valider le mandat et puis rédiger les règlements intérieurs. Donc c'est ce que moi j'ai pu observer. J'ai constaté comme tout le monde qu'il y a eu deux Benjamin, M. Bahati, qui est fortement contesté également. Ça, il faut que nous le disions, c'est pas moi, mais même sur la toile. Et puis il y a le fils, je crois, Agé Matembo. Voilà. Ce sont ces deux Benjamins qui vont accompagner le doyen Christophe Mbosso qui a 81 ans, si je ne me trompe pas. Donc, nous leur demandons de pouvoir s'atteler au travail qui leur est dévolu, de pouvoir rédiger les règlements intérieurs, valider les mandats et puis installer le bureau définitif. C'est ce que moi je peux dire en ce moment parce que par rapport à ce que j'ai vécu hier. Voilà. Très bien. Pompon Joli. Après l'invalidation, la validation des mandats, vous ne voyez pas qu'il est aussi impératif aujourd'hui d'interpeller les députés anciens comme nouveaux sur le rôle fondamental qu'ils doivent jouer en ce qui concerne notamment l'élaboration de certaines lois, mais aussi la production législative et les contrôles parlementaires. Très bien, merci pour la question. Vous savez, on ne peut pas parler du développement sans une bonne Assemblée nationale. Parce que l'homme est le puissance de tout. Déjà, moi, j'avais dit lors d'un débat avec les amis, non, c'était sur les campus avec mes professeurs, j'ai dit le vice a commencé avec la loi électorale. Vous voyez? Déjà, il fallait voir le critérium pour candidater. On a facilité à tout le monde de candidater. Non, non. Si vous pensez avoir une coupe, il faut recruter des bons joueurs. Tu as 25 ans, peu importe au niveau des titres, bien seulement. Moi, j'en connais même quelqu'un qui est venu pour déposer ses documents dans un parti politique, et j'étais les noms. Et le secrétaire lui demandant d'écrire parce qu'il était chargé, le monsieur ne sait même pas orthographier son nom. Vous voyez, ça pose déjà un problème. Un tel monsieur à l'Assemblée nationale, il fera quoi? En fait, les députés ont comme rôle de la production législative, plutôt l'Assemblée nationale. Donc les députés viennent avec une proposition. Oui. Ce n'est pas que le député et le gouvernement aussi. Un projet de loi de la part du gouvernement. Est-ce que la question en RDC, nous manquons des lois où il fallait réactualiser ces lois-là? Parce que le député a un vrai rôle. Son rôle, au-delà de la loi,
c'est aussi les contrôles. Oui. Parce que nous avons 500 députés à l'Assemblée nationale, plus 108 ou 109 au sénateur. Si chaque législature, on doit avoir ne fût qu'une loi fois autant de députés, on aura combien de lois? Le vrai problème, c'est les contrôles. Vous savez, en sociologie, l'homme est défini comme un animal. Mais les lois sont censées être appliquées. Mais ce n'est pas le cas avec... Exactement, c'est ce que je dis. Mais même si on assiste à une floraison de lois, mais il faut nécessairement l'appliquer. Le vrai problème, c'est ce que j'ai dit tantôt. Moi, après mon expérience à l'Assemblée nationale, j'ai compris que le meilleur bureau que les Congolais ont connu dans cette troisième république, c'est les bureaux Mbosso. Parce que, vous savez pourquoi j'ai dit ça? Oui. On a connu l'agression rwandaise, l'infiltration rwandaise de 97 à ces jours. Mbosso arrive. La première des choses, Mbosso a fait une recommandation au gouvernement pour interdire le mixage, les brassages des groupes armés ainsi que des terroristes. Quelque chose qui ne pouvait pas passer à l'époque de Kabila. Parce que vous avez vu le parterre de Kofo a fait sa messe pour dire aux Rwandais, arrêtez. Si aujourd'hui vous nous colonisez, demain nos enfants vont venir pour récupérer notre sort. Vous savez le sort? Il est en exil. Un grand pasteur d'une grande église. Oui. Ça veut dire que la question de l'Est, c'est une question secrète que vous ne pouvez pas en débattre chez nous parce que nous, on est là pour vous exploiter. La deuxième des choses qu'Mbosso a fait passer, la loi sur la programmation militaire, soutenue avec le livre blanc. Vous avez quitté de moins de milliards à 1,5 milliard avec le budget de notre défense. Et la troisième, le réserviste. Vous voyez déjà, ce genre de loi, ça vient pour booster les développements et pour récupérer l'intégrité territoriale. Revenons maintenant pour la journée de... Mais il y a une certaine opinion, comme le cas de Délice Sanga, qui estime que cette loi des réservistes, c'était une loi de capitulation. Donc c'est à lui de nous montrer par rapport à ce qu'il dit. Bon, moi, je regrette aussi son absence à l'Assemblée nationale parce que c'est une plume qu'on a perdue. Oui. Parce que l'Assemblée nationale, c'est le débat. L'Assemblée nationale a des phases. Le débat et le président fait son arbitrage. Comme on dit en français, choc d'idées, j'ai la lumière. Mais oui. Manquer ce genre de personnes, c'est pas aussi bien. Mais moi, ce que j'ai remarqué hier, j'ai compris qu'on a un sérieux problème. Je ne sais pas comment on doit régler ces problèmes-là. Lequel? On vous dit que la session va commencer à 13h. Comme d'habitude, on a commencé à un écart de presque 2 heures du temps. Le non-respect de l'air. Non-respect de l'air. On ne peut jamais parler du développement sans le respect de l'air. Jamais. Très bien. C'est utopique. Très bien. C'est en ce cas, je suis maintenant à vous, alors que l'opposition de l'ARI semble actuellement évaporée. Vous ne voyez pas que les espoirs des Congolais se tournent aujourd'hui vers l'opposition parlementaire pour faire attendre les aspirations et les besoins du peuple, et surtout en ces débuts de cette législature? Je vais répondre à votre question, mais je voudrais relever ici la difficulté de discuter en politique tout le temps. Je posais un regard sociologique. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des députés correctement élus. Là n'était pas mon propos. J'ai dit, je remarquais en observateur, en historien du présent, là où je suis passé, j'ai bien circonscrit, que je n'ai pas vu des populations affluer vers les élus. Je n'en ai pas vu. De tout ce que vous avez cité, donnez-moi l'exemple de ceux qui ont reçu des gens chez eux, en dehors de leur cercle privé, les amis, les membres de famille, les sympathisants du quartier. La liesse s'est dirigée où? La foule s'est dirigée où? C'est-à-dire que de tout ce que vous avez cité là, moi je ne sais pas les vérifier. Le parti politique, les regroupements ont choisi, ont nommé des gens à l'intérieur. Vous en êtes vous-même victime. Je comprends. Et tout ce que vous avez cité, ce sont des gens de votre parti. Moi, je respecte. Mais ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas à contester ou à valider. Je ne suis rien pour ça. J'ai dit que je remarquais que les élus ne sont pas en phase avec la population. En rapport avec le match de Léopard. Parce qu'on a plusieurs grilles de lecture par rapport aux événements. Moi, je regardais la victoire. J'ai vu l'après-match. Et l'après-match, je ne sais pas, les gens ne se sont pas accourus vers le politique. Désolé. Ils ont à reconquérir
à convaincre cette population-là? C'est à prendre ou à laisser? Répondez maintenant à la question. Et quand mon ami dit que le bureau Mbosso a été le meilleur, mais c'est contredit à la fin parce que lui-même reconnaît qu'il y a des choses qui n'étaient pas bien faites, ne serait-ce qu'en termes de ponctualité. Quel est le contrôle que le 5 ans des mandatures de ces députés ont effectué, n'eût été l'implication de l'IGF? Savez-vous que le contrôle de l'Assemblée nationale est beaucoup plus, je dirais, drastique, efficace que de l'IGF, parce que les députés peuvent décider sur le banc de la révocation, ils ont le pouvoir, mais ils ont contrôlé quel ministère, quelle administration? Alors, on peut relever les points forts, cher ami, mais ne faites pas les éphémérides. Le DG de la CNL a été destitué par l'Assemblée nationale. Il est revenu, oui. Salutations à lui, à M. Fabrice, donc au DG Fabrice. C'est-à-dire qu'on fasse les choses, les gens qui nous regardent. Cette émission a aussi un travail un aspect pédagogique. À chaque législature, oui, les gens ont apporté quelque chose. Qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui ont écrit la loi sur les lois particulières sur la décentralisation pour faire fonctionner la décentralisation, n'ont pas fait leur travail? Il y a des bonnes choses qu'on peut reconnaître à cette mandature, mais aussi à d'autres aussi. C'est comme ça que nous allons construire un Congo de valeurs. Congo est un minute, la première fois, Izalarati. Parce que quand il faut dégager des responsabilités, non, ça c'était pas nous, on n'avait pas le pouvoir. Non, il y a des choses qui ont été bien faites, avançons. Et puis, par rapport à cette mandature, qu'est-ce qu'il faut corriger? Notamment, ces problèmes, cette problématique de ponctualité. La montre, on doit aussi acheter des montres. Et quand on va leur donner des véhicules, qu'on leur achète aussi des montres. Et aussi, le contrôle parlementaire. C'est tout à fait normal quand même, parce que des fois, quand il y a plénière, Mbosso a une audience où il peut recevoir une délégation quelconque, mais on ne doit pas être exigeant face à cette réalité. Là, je ne me retrouve plus. Vous êtes président de l'Assemblée nationale et la plénière, c'est l'organe le plus important. Et vous avez quelque chose de plus important à faire que votre travail. Vous êtes payé pour quoi? Vous êtes payé pour quoi? Pour faire des réunions quand il y a plénière. Et les audiences aussi font partie de son travail. Il a un staff, le président. Nous ne faisons pas la fixation sur le président Mbosso. Le président de l'Assemblée a un staff qui sait coordonner, mettre en musique son programme. Papa, la plénière, c'est l'organe le plus important que les commissions et tous les restes. C'est que la commission, la plénière dit, la commission ne peut pas enlever ça. Donc, je vois, si le président de l'Assemblée pense que ces bureaux, ces réunions à côté sont beaucoup plus importantes que la plénière, alors je crois qu'il ne comprend pas, sa place n'est pas là au perchoir, quoi. Désolé. Hein, je suis désolé. C'est-à-dire qu'il doit être là où les députés sont. Oui. Il est le premier d'entre eux, il n'est pas leur chef. Par raison d'organisation, il est le premier d'entre eux, il est leur interface. Donc, quand les députés se réunissent, à moins que ce soit vraiment une question vitale, et il peut ne pas être là, mais il est obligé. Obligé. Très bien. Emmanuel Tshibambe, je reviens à vous. Vous avez suivi tous ces argumentaires. On a exposé un certain nombre de problèmes liés également au bon fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie qui est l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas qu'il est temps aujourd'hui pour les députés de transcender aussi le clivage partisan et de s'engager dans une action politique constructive? Oui, il est tellement... c'est tellement urgent que cela soit ainsi comme vous l'avez dit, parce que nous l'avons vécu avec toutes les trois législatures précédentes. C'est la 4e, je crois bien. Alors, les députés étaient comme une sorte de mouton de panurge, comme si ils dépendaient d'eux. Or que un député national est élu par la population, il est envoyé à l'Assemblée nationale pour aller faire les lois contre le gouvernement, mais ils recevaient des injonctions de leurs partis politiques, leurs regroupements, leurs autorités morales, tout consort. Moi, je pense que cette fois-ci, les députés doivent comprendre et connaître leur mission, qui leur sont dévolues à l'Assemblée nationale. Lorsque vous êtes élu, vous n'appartenez... En fait, vous ne pouvez plus recevoir des injonctions de vos partis politiques ou des regroupements.
vous êtes allés travailler pour le compte, pour le bénéfice de la population. Donc il est grand temps, comme vous l'avez dit, moi je m'accommode avec vos propos, que ceux qui sont élus sachent vraiment la mission qui leur sont dévolues. Donc c'est ça. Et puis, je voudrais aussi, dans le même sens, je voudrais aussi demander une chose. Si vraiment notre voix sera entendue, je vous ai dit, j'ai été compétiteur, j'ai été également candidat et j'aspirais également à aller travailler à l'Assemblée nationale. Apparemment, vous regrettez, hein? Bien sûr, je ne peux que regretter. Lorsque vous engagez des fonds, de moyens, des sommes colossales pour que vous soyez député et que cela n'est pas le cas, vous ne pouvez que regretter. À moins que c'est lui qui n'a pas dépensé autant que nous. Moi, j'ai dépensé de la fortune. Je regrette que je ne sois pas parmi les 500 élus. Ça, je le regrette, mais cela ne donne pas lieu à pouvoir baisser pavillon. Comme je l'ai dit, je ne baisse pas pavillon, je vais continuer. On peut servir l'État autrement, pas seulement à l'Assemblée nationale. J'aurais souhaité être là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Si moi j'étais député national, je ne l'ai pas accepté que je sois nommé ministre. Ça, je l'ai dit. Ça vous étonnerait. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque on postule, on bat campagne, on a un mandat du peuple. On n'est pas nommé. Oui. On a un mandat du peuple. Et personne ne viendra prendre le pas sur vous. Or, lorsque vous êtes nommé ministre, vous avez... C'est temporel. Hein? Donc, c'est lui, donc le chef d'État qui vous a nommé, il peut vous retirer la nomination à tout moment. Mais il y a beaucoup à gagner, tout en étant ministre. Non, mais écoutez, on ne fait pas la politique, mais on ne va pas servir la nation pour qu'on gagne de l'argent. Si vous voulez, j'ai suivi ce matin un homme politique qui a fait une belle analyse. Si vous voulez devenir millionnaire, il faut aller faire le business. On ne devient pas millionnaire en politique. On ne se fait pas la fortune en politique. C'est ça aussi la vision. C'est ça. Les gens pensent que, voilà, moi je vais devenir millionnaire, je vais engager beaucoup de fortune, je vais aller en politique. Non, si vous voulez avoir des moyens, de l'argent, tout consort, il faut aller dans le business. Il faut aller dans le business. En politique, on ne vient pas pour devenir millionnaire. Alors, je l'ai dit, moi si j'étais élu, je serais à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que j'allais remplir et accomplir la mission que ma base m'aurait donnée. Alors, sur ce, je demande également au chef de l'État, il faut que notre voix se fasse entendre, que nos amis, que nos 500 députés qui sont à l'Assemblée nationale restent là pour élaborer les lois, pour nous élaborer les lois, pour contrôler le prochain gouvernement. Que ceux qui sont à l'Assemblée, ceux qui seront demain membres du gouvernement ne proviennent nullement de l'Assemblée nationale. Pas seulement de l'Assemblée nationale, même, pas seulement au Parlement, à l'Assemblée nationale, même au Sénat. Donc nous voulons que ceux qui sont élus restent là, qu'ils fassent leur travail comme... en tant que tel, en tant que député, et que le membre du gouvernement vienne également de nos élus. Donc voilà un peu ma petite contribution quant à ça. Très bien. Pour Ponjoli, faudra-t-il admettre que cette session offre également une opportunité unique de redéfinir d'abord le rôle du Parlement congolais et de renforcer son impact en tant que législateur, garant des libertés fondamentales et acteur du progrès national. On ne peut pas refonder ou restructurer l'Assemblée nationale parce que, bon, en fait, on ne change pas la roue, on ne change pas les systèmes comme ça. Parce que, vous savez, nous avons un système je crois Machiavel, hein, la séparation du pouvoir, oui. Le pouvoir avec les pouvoirs. Nous avons 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif. Non, c'est pas Machiavel, c'est Montesquieu. Montesquieu, merci oui, beaucoup. Législatif, exécutif et judiciaire. Oui. N'est-ce pas? Chaque pouvoir joue un rôle très très important. L'Assemblée nationale, ça produit des lois. Ces lois-là sont exécutées par les gouvernements. Oui. Et l'Assemblée nationale joue le rôle de contrôle. Ce n'est pas que l'Assemblée nationale qui doit encore jouer le rôle de contrôle, eux les citoyens, dans un corpus qu'on appelle la société civile. Ça s'appelle le contrôle citoyen. Parce que dans un système politique, en sciences politiques, on appelle ça l'octogone du système politique, où on voit où il branche. Donc on ne peut jamais parler du système politique sans pour autant faire ces interactions de plusieurs éléments. Il y a les cours des tribunaux, la société civile, confession religieuse, les parlements, les médias. Tous ces éléments d'interaction forment un système politique. Vous voyez? L'actuel président, quand il est arrivé au pouvoir, les militants chantaient « Et Papa Lobaki, les peuples d'abord ». Ça voulait dire quoi?
Le peuple d'abord, c'est la démocratie. Or, la démocratie, c'est la nomocratie, nomos kratos, le pouvoir de la loi. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'appartient ni à l'opposition, ni à la majorité. L'Assemblée nationale appartient au peuple, comme indique l'article 5 de la Constitution. Le vrai boss, c'est le peuple. Donc, ils sont là, les députés, pour produire des lois qui doivent rimer avec les réalités socio-culturelles de notre pays. C'est pour cela que j'avais dit, le Congo, la législature passée ou les bureaux passés, a donné des lois qui a corroboré avec des réalités congolaises, telles que la recommandation d'abord dont je fais allusion. Oui. Vous savez comment l'État est né? L'État est né du cendre de la guerre. Il y a d'abord une organisation internationale qui a échoué, FDN, et puis les Nations Unies. C'était pour faire taire les armes. La Société des Nations. C'est-à-dire la mission primordiale d'un État, c'est sécuriser les personnes et leurs biens ainsi que l'intégrité territoriale, donc protéger les frontières. C'est ça la mission principale de l'État. Donc, on a passé des années et des années, presque 3 décennies, avec des humiliations. Ça collait à notre dignité. Vous avez vu hier, avant hier, je crois, on a éliminé l'Égypte. Même les Congolais qui ont changé de nationalité se sont exprimés positivement. C'est pour vous dire que, parce que la nation, c'est une question spirituelle, c'est une question de sang. C'est pour vous dire qu'on a passé des moments, on n'a jamais vécu ça. Et aujourd'hui, on peut dire, la nation congolaise, c'est rené de ses cendres. Donc, ces lois-là, moi, je demanderai aux nouveaux élus, mais avec un peu de réserve, parce que je connais la qualité, je n'ai pas vraiment... Je suis déboussolé quand je vois certains députés. Bon, les élus, parce que hier, hein, la dame là, la directrice plutôt des séances, n'a pas dit honorable est-elle. Jusque-là, la Cour n'a pas encore fini son travail. Oui. Ils sont encore, avec un peu de réserve, la dame a appelé messieurs tels, ce ne sont pas des députés jusqu'à preuve du contraire. Moi, je demanderai aux députés de nous donner, non, de faire un bon contrôle. Vous savez, même Dieu a créé l'homme. Il a compris que je créais un être humain qui a beaucoup de capacités, mais je dois mettre un mécanisme de contrôle qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est un acte qui nous dicte les biens et les mal. L'homme, sans les contrôles, il est comme un animal de 4 pattes. Les sociologues le disent, l'homme est un animal, mais à caractère sociologique. Pour citer, je crois que c'était en 2015. On devrait décrypter le calendrier des Maloumal avant sa mort. Parce qu'on devait avoir les élections en 2016. Oui. Et on était caserné avec l'église protestante pendant 7 jours. En échange, on a partagé la même thématique avec un Américain. Après 4e jour, il me dit, c'est qui le nom? J'ai dit, c'est une jolie. Il a dit, ah, j'ai remarqué, j'avais une appréhension que les Congolais ne sont pas intelligents, mais j'échange avec vous, vous avez la crème. Mais qu'est-ce qui manque chez vous? La conscience. Sans conscience n'est que ruine de là. Même un peuple américain, on est des humains. S'il n'y a pas de mécanisme de contrôle, oui, on peut piller plus que vous. Donc vous devriez instaurer le mécanisme de contrôle. Je pense que l'actuel président plutôt a estampillé les problèmes, il a activé l'IGF, et puis que l'Assemblée puisse dire que l'IGF ne peut pas chipper nos missions. Dans la mission principale de l'Assemblée nationale, on a des lois. D'abord, dépoussiérer ces lois-là, essayer un peu de mettre ça en jour, et faire un bon contrôle. Nous avons plus de 50 députés. Vous savez, la session passée, il y a eu combien d'initiatives de contrôle parlementaire? Moins de 30. C'est insensé. Très bien. Oui, c'est insensé. C'est des détournements avec tout ce qui se passe au Congo. 33 initiatives de contrôle. En tout cas, on a besoin d'un bon contrôle, oui, qui va booster les développements, surtout que ces peuples ont tant souffert, il faut les traiter cette fois-ci avec beaucoup de délicatesse. C'est dans ce cas, on termine cette tour de table avec vous. Les défis qui attendent les représentants du peuple congolais sont aujourd'hui immenses, hein, vu ce que vous avez à évoquer, mais aussi vos co-débatteurs, notamment la lutte contre la corruption, la promotion des droits humains, le développement économique et social, la consolidation de la démocratie et tant bien d'autres questions évoquées. Pensez-vous que ces élus nationaux vont réellement abattre un travail de titan pour ne serait-ce que redorer les blasons encore ternis de la République? Je pense qu'ils n'auront pas de choix.
ils doivent nécessairement faire comme les léopards, quoi. Gagner, et avec ou sans manière, mais gagner. Et leurs défis, à mon avis, seront des deux ordres. D'abord politique, parce que sur le plan, vous l'avez dit en liminaire, aujourd'hui, l'opposition est faible, a une faible représentativité au sein de l'Assemblée. Mais je suis en train de subodorer une forme d'opposition dans la démarche de certains politiques. Je citerai Vital Kamerhe avec son Pesser et les autres. Qu'est-ce que cela voudrait dessiner, augurer? Parce que vous êtes dans la majorité, vous êtes tous là, et vous dégagez une majorité dans une plateforme. Avec quelle intention? Si jamais le chef de l'État ou l'ensemble de la majorité ne vous suivez pas dans votre démarche, on déboucherait sur quoi? Il faudrait une sérénité dans l'espace politique présidentielle autour du chef de l'État. Oui. Il faudrait de la discipline. Tout le monde ne peut pas se lever, commencer à prendre des initiatives, soi-disant au nom des chefs de l'État. Ça, c'est vraiment de l'indiscipline et ça va faire perdre encore 2 ans. La fois passée, c'était le FCC et maintenant, ça serait quoi? Parce que si politiquement, on n'est pas organisé, on va prendre du temps pour essayer d'arranger et arrondir les angles, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, le deuxième défi sera sociologique. Prendre des lois qu'il faut, mais pas seulement prendre des lois, veiller à ce que toutes les lois prises, surtout ceux qui ont lié avec le social. Oui. On a les 6 points du chef de l'État. Je prendrai un. Le PEDEL, par exemple. Faire en sorte que les structures de base des hôpitaux, santé, école, éducation, et même renforcer la présence de l'État à travers des structures qui pourront abriter les services publics. Moi, je pense qu'on pourrait prendre ne serait-ce que ça comme projet pour les 5 ans. Ajouter à cela des routes, des dessertes agricoles, faire en sorte que les gens continuent à vivre, mon Dieu. Au-delà de tout fanatisme, est-ce que nous sommes dans un pays où tu peux être... Je suis responsable d'une structure, d'une entreprise de presse. Au mois d'avril ici, qui va accomplir 12 ans. Demandez-moi l'aide que j'ai reçue de la part de notre gouvernement. Mais imaginez, il y a 12 ans, des jeunes gens avec qui j'ai commencé étaient célibataires. Aujourd'hui, sont pères de famille. Il faudrait que ce soit seulement des West Africains, que ce soit des Libanais, des Indiens qui viennent créer de l'emploi ici, chez nous. Mais le président nous avait fait la promesse de devenir riche, de devenir millionnaire. Mais quand il n'y a pas de soutien aux initiatives, oui, quand on sera mort, on va les devenir peut-être quoi. Donc, il faudrait, il n'y a pas de structure qui accompagne le président dans son speech là au stade de Martyr a promis le soutien à l'entrepreneuriat. Donc, il est revenu, il a réaffirmé ce qu'il avait dit, en d'autres mots, la fois passée. On attend concrètement. Aujourd'hui, ce que nous attendons, l'application, l'applicabilité, le dernier Conseil des ministres, au nom des principes de continuité de l'État, a pris des mesures pour des amis qui sont inondés. Plus de 2 semaines après, presque 1 mois après, je crois qu'il y a un problème de micro, plus d'1 mois après, il n'y a rien, il n'y a aucune action sur le terrain. Aucune. Il n'y a aucune. Le gouvernement s'est penché sur ça, on nous parle des statistiques, on sort des statistiques, mais réellement sur le terrain, qu'est-ce qui est arrivé? Rien. On ne voit rien. Alors, il y a des choses qui devaient changer, qui doivent nécessairement changer, sinon on va reprendre les mêmes, on recommence. Très bien. Changeons de registre, hein, parce qu'on ne doit pas s'éterniser là-dessus. Parlons cette fois-ci de la réhabilitation des Ngobila. Indignation, colère, stupéfaction, déception, voire même, c'est les sentiments qui a régné dans les chefs des Kinois lors de la réhabilitation de Gentini Ngobila par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Vous êtes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Oui, Eddy, juste un petit rétropédalage. Hein.
Une minute. Un petit rétropédalage. C'est pour marteler ce que Serge Nseka a dit tout à l'heure. Moi, je demanderai également au chef de l'État. C'est très important. Oui. Vous savez, lors de la mandature passée, nous avons passé 2 ans des disputes entre nos amis du FCC et nous qui étions en cash à l'époque. Ça nous a pris 2 ans d'unitude et avec la Covid-19, tout ça, presque 3 ans de passer comme ça. Et le chef de l'État n'a exercé véritablement que 2 ans que nous avons vu ces réalisations. Alors cette fois-ci, nous ne voulons plus que ce genre de bêtises, moi j'appelle ça bêtises, ces genres de situations puissent encore se reproduire lors de ce mandat du chef de l'État. Nous voulons que le chef de l'État puisse cette fois-ci diriger son quinquennat comme il faut, qu'il n'y ait pas de chantage. Sur ces, qu'est-ce que je vais dire? Oui. Je demanderai au chef de l'État que tous ceux-là qui font du chantage, moi j'ai autant de députés, au PCR, au ceci, et patati, et patata, nous voulons demander au chef d'État de ne pas entendre leurs cris. Nous ne voulons pas que ces gens veulent domestiquer le pays jusqu'à ce point. En quel titre? Est-ce qu'ils sont plus congolais que nous? Ces gens veulent embrigader la nation. C'est pourquoi nous demandons au chef d'État de pouvoir faire abstraction totale à tout celui qui fera du chantage par rapport au nombre de députés qui obtiendraient. Donc c'est juste ça le petit... Répondez maintenant à la question. Rétropédalage. Alors, par rapport à la réhabilitation du gouverneur Gentilin Ngobila, vous savez, le droit est une science très capricieuse. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a fait rire, c'est la seule science d'ailleurs qui soit au masculin parmi toutes les autres sciences. Donc on comprend pourquoi est-ce que le droit est tellement capricieux. J'ai entendu les gens dire, voilà, le VPM Peter Kazadi aurait commis une erreur de pouvoir suspendre le gouverneur et puis se rebiffer, tout ça. Je voudrais ici rappeler quelque chose de plus rapidement. C'est vrai que le gouverneur est élu par les députés provinciaux et puis est nommé par le chef de l'État, mais c'est le ministre de l'Intérieur qui notifie. Ça, c'est le 1. Et deuxièmement, le ministre de l'Intérieur est le patron de la territoriale. Oui. Ça, c'est sans conteste d'ailleurs. Ça veut dire, lorsque dans son secteur, il y a quelque chose, il y a un ça ne va pas, il a l'impérium, il a tout le pouvoir, de pouvoir rétablir de l'ordre dans son secteur de la territoriale. Donc, pour vous dire que le VPM de l'Intérieur a le pouvoir je dis bien, de suspendre un gouverneur et non de révoquer. Je voudrais vraiment être explicite. Le VPM Peter Kazadi a suspendu M. Gentilin Ngobila à titre conservatoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense que ceux qui sont maîtres de droit, ceux qui sont experts en droit peuvent comprendre mes propos. C'était une suspension à titre conservatoire. Et il peut s'agir, pendant cette période probatoire, que le VPM puisse obtenir des informations suffisantes qui lui permettraient de se rebiffer. Ce n'est pas un péché. Alors, si la population estime que la réhabilitation de Gentilin Ngobila n'était pas bonne, mais le VPM ne peut pas aussi brûler la loi. C'est ça aussi là où ça fait mal. Écoutez, moi je suis un homme de terrain. Mais pourquoi ne pas déclencher une procédure allant dans le sens de cette destitution pure et simple? Parce que ce n'est pas au VPM, de procéder ainsi, ce n'est pas au VPM. Le VPM ne peut pas entamer une procédure allant dans ce sens-là. Ça, je crois, c'est la spécialisation de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas au VPM. Le VPM, c'est une autorité hiérarchique, tout simplement. Il va constater et il va statuer par rapport à ça, étant patron Et puis, il n'a pas l'impérium de révoquer. Oui. Ça, il faut demander aux députés provinciaux. Vous voyez? Donc, je disais, moi, je vous ai dit, je suis un homme de terrain. J'ai constaté avec amertume que la population a mal reçu cette information de faisant état de la réhabilitation de Gentilin Ngobila. Mais face à l'épidémie, on ne peut rien faire. Le VPM ne peut pas brûler la loi parce que il avait suspendu à titre conservatoire et il a recueilli les informations. Et par rapport aux informations qu'il a recueillies, ça a donné lieu à pouvoir réhabiliter, de pouvoir retirer sa signature qui faisait suspendre M. Gentilin Ngobila. Donc sur ce point, nous souffrons, nos amis souffrent,
Mais nous sommes dans un état de droit. C'est ça aussi la beauté de l'état de droit. Je comprends la faible épaisseur de la culture démocratique de notre pays, mais nous ne pouvons que nous soumettre par rapport à ça. Donc le VPM Peter Kazadi n'a pas commis un péché de lèse-majesté. Oui. Il avait suspendu. Et puis, beaucoup de gens aussi amalgament par rapport à ça. Le VPM Peter Kazadi avait suspendu Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, par rapport à la publication de la CENI. Voilà. Non, pas par rapport à ça. Par rapport à la réquisition du procureur, je crois, du procureur général après la cour de cassation. Cela a fait suite, en fait. Cela fait suite. Oui. Or, il s'observe qu'il y a eu vice de procédure par rapport à la levée, par rapport à la mise en accusation du gouverneur gentil. Je dis, il semblerait qu'il y a eu vice de procédure parce que il devait d'abord être entendu au bureau. Il y a aussi, n'oubliez pas aussi que l'Assemblée provinciale, les activités de l'Assemblée provinciale ont été séchées par le VPM lui-même. Donc il y a eu plusieurs vices de procédure. Je ne suis pas avocat de Jean-Tini Ngobila. Si on me posait la question, je l'ai dit ici à la télé, si on me posait la question, si ça dépendait que de moi, je dirais que Ngobila puisse partir. Mais nous sommes des démocrates, nous devons suivre la procédure. Ouais. Donc la procédure veut que ça se passe ainsi. C'est ce qui s'est passé également. Donc le VPM Peter Kazadi n'a pas commis un péché de lèse-majesté. Il avait suspendu. Il a constaté que la suspension peut être levée. C'est chose qu'il a été faite. Chose qu'il a faite. Et ça ne tuera personne. D'ailleurs, je demanderai aussi aux amis, aux uns et aux autres et aux compatriotes de pouvoir avoir leur mal en patience parce que c'est dans quelques jours que les députés provinciaux vont devoir élire des nouveaux gouverneurs. C'est en tout cas, je reviens à vous. Vous êtes journaliste. Hein? Il suffit seulement de prendre votre et de poser la question. Et vous allez constater aussi cette désapprobation de la population à l'endroit de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Je fais un zoom sur cette situation de le début jusqu'à la fin, et c'est l'État qui perd. Comment ça? C'est-à-dire qu'on est en train de vendre l'image d'un État, des hommes politiques, apprentis, bancals, de gens qui sont en train hésitants dans leur action. Il y a un cas de figure. Chadari, ministre de l'Intérieur, suspend l'ex-ministre et gouverneur de Katanga, Kazembe. Et le monsieur le gouverneur va devant les instances judiciaires, il revient avec un jugement. Il n'a jamais été réhabilité. L'État ne peut pas se tromper. Le ministre a tout un staff. Tous les services ici sont ses conseillers. Avant de prendre un acte, mais il doit être conseillé. On met de côté le fait qu'il soit juriste. Mais les structures, qu'elles disent la loi? J'ai lu la lettre du président Godin Poyi à ce sujet. Et lisez, vous verrez que on navigue à vue. Il y a quelque part là quelqu'un qui a hésité. D'autre part, il y a aussi question de dignité. Ces gens-là sont des pères de famille. On dit qu'on vous suspend pour incompétence, pour vol, parce qu'il y a des détournements, et le lendemain, vous revenez. Même si la clameur publique a été en faveur de cette décision, à la fin, les gens ont dit, voilà, on a un ministre de l'Intérieur. Mais il s'était dit, il revient sur sa décision, automatiquement, Abimi Djimi. Ça, c'est la lecture que nous faisons de la société. Et la situation, le challenge, c'est quoi? C'est 2 mois de gouvernance à la tête de la ville. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en 2 mois qu'on n'a pas pu faire en 5 ans? Et c'est autant de leçons à prendre. Moi, je ne vais pas tirer sur l'ambulance ici. C'est clair que ce soit Jean-Tini Ngobila ou que ce soit Jekoko Mulumba, le temps qui reste, c'est difficile pour essayer de révéler tout. Mais dans ces peu de temps, Jekoko a pu quand même changer les choses. Non, ne faisons pas. Ne faisons pas. On peut pas réduire l'action du gouverneur dans le fait de faire Willery. Ça, c'est pas le travail des gouverneurs. Oui. Le gouverneur est politique. C'est un coordonnateur.
Il veille à ce que chacun... Mais il a fallu lui laisser le temps. Si le gouverneur descend sur la rue, il commence à faire le roulage. Mais déjà, pour être roulage, il faut être qualifié. Il faut aller à l'école. Vous êtes policier, vous allez apprendre... Mais ce sont des agents qualifiés. Le roulage, vous ne savez pas son pouvoir. Il peut faire arrêter le cortège des chefs de l'État. Oui. On l'appelle dans l'auto-école, pour ceux qui sont allés, on les appelle des agents qualifiés. Des agents qualifiés. Donc, pour faire ce travail, les compétences sont d'attribution, comme disent les... C'est pas parce qu'on a fait un morceau de route qu'on est bon gouverneur. Mais le fonctionnement de l'hôtel de ville, j'ai dit, écrivez à l'hôtel de ville aujourd'hui, attendez si on va vous répondre. C'est là où on juge de l'efficacité. Le gouverneur doit s'asseoir. Oui. Le gouverneur, ce n'est pas un cantonnier, ce n'est pas un maçon, ce n'est pas un électricien. Il doit être au bureau le matin pour faire en sorte que les choses sur le terrain puissent marcher. On n'est pas obligé de voir le gouverneur sur ce... Ça c'est vraiment, je pense, c'est le tralala, et c'est quelque chose qu'on doit changer. On doit vraiment changer. Pompon Joly, on termine avec vous. La nouvelle du retour de celui dont les reines s'accommodent à l'insalubrité de la ville, province de Kinshasa, a choqué les Congolais et les Kinois qui se demandent pourquoi une telle décision qui n'était nullement la volonté populaire. Très bien, merci. Vous savez, on dit la loi suprême, c'est le bien-être de la population. C'est escalade, moi je pense qu'on n'a pas de dirigeants politiques qui travaillent pour le compte des Congolais. C'est clair et net. Vous voyez? Il a chippé ce que j'avais dans ma bouche pour parler, il a parlé de ça. Vous savez, lorsque les éléphants se battent, ce sont les arbres. C'est la nature. Donc, qui guerre là, c'est oui. partir la vie de notre population. Ça a commencé depuis longtemps entre des institutions, l'hôtel de ville et l'Assemblée provinciale. Vous avez vu même passer à Godin Pori qui s'est transformé en danseur dans une église. Donc, c'est sacrilège. Un endroit qui est censé pour glorifier l'Éternel, alors lui, il a transformé ça pour faire ses comptes avec le gouverneur. J'ai fait une émission à l'RTNC, je crois que c'était l'année passée, je parlais de Godin Pori. Je dis, quelqu'un qui est censé les contrôler, il commence à faire des chansons chez la personne qui devrait faire des rapports. Donc, le gouverneur l'a mis dans sa poche. Et une semaine après, c'est Papa Léon qui m'appelle, Papa Noël plutôt de l'RTNC, Pompon. Depuis que j'ai commencé les médias, depuis les années 70, c'est la première fois que je suis insulté par Godin Pori. Je revis l'émission, je n'ai pas vu là où vous l'aviez insulté. Tu es prêt de repasser pour faire une autre émission avec lui? Je lui dis, je suis prêt. J'ai appelé ma fiancée parce qu'elle est conseillère quelque part. Elle m'a fait passer les éléments. Je viens dans l'émission, le monsieur dit, je ne peux pas passer avec lui, c'est un voyou. Je vais te faire arrêter. Vous voyez? Il est trop brutal, il confond les choses. Ce n'est pas intéressant. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, c'est qui? Le ministre de l'Intérieur. Au vieux temps, à l'époque de Kabila, même au Mobutu, on ne nommait pas n'importe qui. Tu dois passer par la territoriale, et puis tu as des prérequis, des basiques, et on te nomme ministre de l'Intérieur. Oui. Parce que le ministre de l'Intérieur est né au même moment que l'État est né. C'est le ministère traditionnel. C'est l'État miniatisé. Comment vous pouvez faire une révocation, moins d'une semaine, tu te révises? C'est insensé. L'institution de l'État, c'est mythe. Donc lorsqu'on vous dit que ça c'est un ministre, toi-même tu te dis je suis devant quelqu'un qui me dépasse. Mais ça fait mal ce que nous vivons. Le président a dit au stade des martyrs que ces quinquennats, il doit régler les erreurs passées. Mais moins de 2 semaines, la même erreur ou les mêmes erreurs se reproduisent. Moi je crois qu'on doit aider le président. Le messie a été suspendu. Et dans une semaine ou un mois, je crois le 4 février, il y aura une session extraordinaire au niveau de la province de Kinshasa. Moi, je me dis, pourquoi réhabiliter quelqu'un qui était sanctionné déjà? Très bien. Non, Edi Kabia, je veux juste 30 secondes. Hein. Il faut que les gens nous comprennent. On veut faire croire aux gens, lorsqu'on suspend, on ne revient plus à cette décision. Non, cher ami. Par raison, c'est pas s'il vous plaît. Lorsqu'on suspend, on peut revenir sur cette décision. On peut vous lever cette suspension. Non, ne donnons pas l'impression qu'on suspend quelqu'un et après 2 jours, on lève la suspension, qu'on s'était trompé. Non! On peut avoir on peut encore. C'est possible que le ministre aussi manque d'informations. C'est possible.
Non, s'il vous plaît, je dis, ce n'est pas une nouveauté. C'est possible que le ministre aussi manque d'informations à l'instant de la suspension. C'est possible. Il peut, et après, non, je vous dis, et après, qu'il y aurait que des informations comme il faut. Et qu'est-ce qu'on fait? Il a fait non, cher ami. Non. Il y a beaucoup de cas d'illustration parfaits. Je peux même vous en donner. Oui, citez. Nous avons, s'il vous plaît, nous avons été en France en 2001. Entre 2000 et 2001. Lionel Jospin qui demande à Jacques Chirac, je crois, oui, que le ministre, j'ai oublié le nom, le ministre de l'enseignement aurait commis une erreur parce que quand on recrutait les élèves, il y avait un problème par rapport à la fixation du taux de prix, un truc pareil. Et le ministre a suspendu le ministre de l'Éducation. Renseignez-vous, c'est sur Google même. J'ai oublié le nom du ministre. Il a suspendu le ministre de l'Enseignement en France en 2001, entre 2000 et 2001. Et après, je crois, 1 ou 2 semaines, Lionel Jospin est revenu sur sa décision. Et il a dit quoi? Il a dit, j'ai recueilli des informations suffisantes. Nous avons suspendu le ministre pour raison d'enquête. Et les enquêtes nous ont renseigné que le ministre peut être réhabilité. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que Peter Kazadi a exactement fait. Donc il a suspendu et il a peaufiné avec de recherches et de renseignements. Et il s'avère que non, je peux ce n'est pas un péché de lèse-majesté qu'on suspend et qu'on revient sur cette décision. C'est trop dangereux, ça va créer une Non, ce n'est pas dangereux, cher ami. Mais pourquoi il existe une suspension? On aurait dû révoquer. Pourquoi il existe une suspension? Mais vous avez... Est-ce que tout c'est à titre conservatoire? C'est pour qu'on peaufine encore davantage vos enquêtes par rapport aux griefs qui vous sont reprochés. Mais c'est comme ça, cher ami. Ça ne sert à rien de crier. Avec la décentralisation, le ministre n'est pas le patron, n'est pas la tutelle des gouverneurs. Parce qu'il y a la loi sur la décentralisation. Il y a la loi sur la libre administration des provinces. Ça, je connais. Donc, ça, je connais. Pour autant que j'étais conseiller au ministère de l'Intérieur. On ne parle pas des J'en maîtrise. Non, je donne les éléments. Je maîtrise les éléments. Pour autant que vous avez parlé. Pour autant que le gouvernement donne de moyens et de pouvoir aux provinces, il a le droit, le gouvernement central, de contrôler. Mais le ministre, pour revenir à ce que nous avons dit, ne décide pas à la va-vite. Le ministre doit doucement, vous avez parlé. Le ministre doit être réfléchi. Et surtout quand on est le ministre territorial. Donc, précédent après le Premier ministre. Donc, un jour, vous allez prendre tout le pays avec sa sécurité et le jeter dans le fleuve. Parce que quand on ne réfléchit pas, quand on ne s'assoit pas, on ne peut pas faire le rétro-pédalage à ce niveau. On parle de sommes obligées d'interrompre l'émission. À un certain moment, nous devons avoir la culture des savoirs et réfléchir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le temps qui nous a imparti touche à sa fin. On n'a pas pu aborder un autre sujet sur l'insécurité à QMPC, mais je crois que prochainement, on doit analyser cette situation. Merci à Doudou Montiri qui a réalisé cette émission, Moro Djambé et toute l'équipe technique de Canal Congo Télévision. Les prochains rendez-vous est donc pour le jeudi. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision.